Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Parler d'argent avec les ados. Je suis en présence de Christian Junot. Bonjour Christian. Bonjour Herminie, merci de l'invitation. Mais de rien, merci à vous d'avoir répondu présent. Donc nous sommes ensemble pour 1 heure pour discuter de la question, des questions d'argent, d'économie et de budget et comment en parler avec les ados. Tout d'abord, n'hésitez pas si vous avez des questions tout au long de notre échange. On pourra bien sûr pour les prendre en compte. Vous pouvez utiliser le chat pour nous les communiquer. Je vais commencer d'abord par me présenter. Donc, je suis Herminie Baudry. Je suis en charge de la communication des éditions Magenta. Nous sommes une maison d'édition qui a été lancée il y a 3 ans maintenant et nous faisons une collection qui s'appelle donc Sans Tabou, qui est une collection destinée aux adolescents de documentaires illustrés. Et donc dans cette collection, nous avons publié Et si on parlait cash, économie, argent de poche, petit boulot, écrit donc par Christian Junot qui est avec moi ce soir. Et ce livre et c'est un cas un peu particulier dans notre collection, puisqu'au lancement, quand on avait voulu trouver des sujets, on était allé interroger des adolescents, des collégiens. Et on pensait forcément à des questions, des sujets de type confiance en soi, écran, orientation. Et quand on les a interrogés sur les thématiques qui les intéressaient, sur quoi ils aimeraient avoir des informations, la chose principale, ils nous ont tous répondu, des classes de 6e à la 3e, c'était l'argent. Voilà, ça a l'air d'être une obsession chez les adolescents, on s'y attendait pas trop. Donc c'est un peu un livre de commande. On a beaucoup réfléchi pendant ces 2 dernières années à comment on allait pouvoir en parler, parce que l'idée, c'était pas de faire un guide de comment devenir riche, mais plutôt de comment répondre à leurs questions, à leurs interrogations sur ça, puisqu'effectivement, c'est un sujet qui peut être tabou dans certaines familles. La plupart des adolescents, des enfants ne se rendent pas forcément compte de la valeur de l'argent, de la réalité financière de leur famille. Et c'est pour ça que dans le livre, on propose plein d'informations sur bah voilà, qu'est-ce que c'est l'argent, comment gérer mon propre argent, l'argent dans la famille, faire un budget, l'argent et le bonheur, ça aussi c'est une question, on y reviendra un peu plus tard, le choix du métier et aussi la valeur que les ados accordent à eux-mêmes, à ce qu'ils font et par rapport à l'argent. Donc voilà, donc dans ce livre, il y a toutes ces informations-là dans l'objectif de créer un dialogue entre les parents et les enfants, enfin entre adultes, puisque c'est valable aussi pour les enseignants, parce que en fait, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que l'économie, les questions budgétaires étaient peu traitées dans les familles, parce que c'est un sujet tabou parfois, mais aussi à l'école. Depuis très récemment, en France, il y a le passeport EducFi qui sensibilise les classes de 4e à la question justement des budgets et à toutes ces problématiques-là, mais les enseignants ne sont pas ou peu formés à aborder ce sujet-là. Et c'est justement, on a choisi cette date pour ce webinaire, car dans 2 semaines, ce sera la semaine de l'éducation financière en France, et le sujet reviendra, et je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui nous suivent et qui sont peut-être intéressés pour savoir comment aborder ce sujet avec les élèves, et c'est pour ça qu'on est ensemble ce soir. Et donc, pour continuer sur la présentation du livre, donc voilà, vous retrouvez pas mal d'informations. Nous, comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est aussi les adolescents de leur faire se poser des questions. Donc il y a des petits jeux. Par exemple, voilà, on leur a posé la question dans le livre de combien est-ce que tu penses que coûte une voiture, un appartement, pour leur remettre en place les bases de savoir ce que valent les choses. L'idée donc c'est aussi de leur apprendre à comment faire un budget, comment économiser et mettre de côté un peu chaque mois, comment bien choisir sa banque, et aussi comment trouver un petit boulot, par exemple, entre autres. Nous avons aussi mis pas mal de petits jeux pour savoir questionner les autres. Il y a des témoignages, comme vous pouvez le voir, sur les monnaies du monde. Donc ça, c'est le petit jeu pour les éduquer un petit peu là-dessus. Et aussi, vous trouverez à la fin de chaque chapitre des ressources pour aller plus loin, pour avoir plus d'informations sur une thématique précise abordée dans le chapitre. Donc voilà, c'est un livre très complet.
que donc je vous invite à aller chercher en librairie si après cette conférence vous avez envie d'aller plus loin. En tout cas, c'est à mettre entre les mains de tous les ados pour bien les éduquer financièrement. Et donc j'arrête de parler puisque c'est à vous, Christian Junot, que j'ai des questions maintenant à poser. Et pour commencer d'ailleurs ce webinaire, est-ce que vous pourriez vous présenter pour Oui, démarrer, s'il vous plaît? volontiers. Peut-être juste avant de me présenter, encore une fois, merci pour cette commande. Ça m'a touché aussi que vous me demandiez, touché aussi par l'intérêt des ados. Alors, je ne sais pas si on doit se réjouir ou s'inquiéter, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, du moment que c'est là, autant en faire quelque chose. Et puis, j'ai envie aussi de mettre en avant les magnifiques illustrations de Clémentine également, quand vraiment, voilà, Oui. qui a l'image de cette couverture également, que je trouve vraiment sympa. Et voilà, peut-être juste pour, j'avais envie de parler de ça avant. Alors moi, je suis donc suisse, économiste de formation. J'ai travaillé 23 ans dans une grande banque, dont 17 ans comme conseiller en placement financier. Donc moi, j'ai eu affaire à ceux qui avaient plus d'argent que la moyenne. Et en 2009, j'étais licencié suite à la crise des subprimes. Et puis depuis 2010, je ne fais plus que ce que j'aime, soit accompagner les êtres humains à éveiller leur conscience, à être plus sur leur chemin de vie. Pour moi, à être vraiment dans une vie qui soit plus alignée. Donc, ça parle surtout aussi de trouver une activité de cœur et également, évidemment, de pouvoir aussi pérenniser cette activité. Et donc, et le thème de la relation à l'argent, c'est comme imposé à moi, d'une part, parce que moi-même, j'avais une grosse peur de manquer et j'avais une relation à l'argent compliquée malgré d'excellents revenus. Euh, j'ai également été témoin de beaucoup de mes clients qui avaient beaucoup d'argent, qui étaient millionnaires, multimillionnaires, et pour qui les questions d'argent étaient compliquées. Quand on parle d'argent et de bonheur, j'ai pas mal d'histoires à raconter aussi de mes expériences. Et donc, d'avoir rencontré la bonne personne qui s'appelle Peter Koenig, qui a fait des années de recherche sur la relation à l'argent, m'a aidé en tout cas à pacifier ma relation à l'argent. Ce qui fait qu'en 2010, que je me suis mis à mon compte, j'étais beaucoup plus tranquille et serein avec l'argent que je l'étais quelques années avant, malgré des super revenus. Et puis, donc, j'ai commencé à animer la relation à l'argent en Suisse, en France, en Belgique, au Luxembourg, au Québec, principalement. Et écrit des livres, c'est mon cinquième livre, effectivement, et si on parlait cash. Et quelque part, à travers mon activité, moi, je suis plus à aller voir je dirais, voir les comportements des uns et des autres avec l'argent et de voir qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce qui se joue derrière nos comportements, qu'est-ce qu'on recherche à travers l'argent ou qu'est-ce qu'on repousse quand on ne veut pas d'argent. Donc, c'est vraiment, je dis toujours, on va regarder la partie visible qui c'est souvent là, il y a des problèmes, hein, manque d'argent, trop d'argent, je veux plus d'argent, je dépensier compulsif ou j'économise sans pouvoir sans m'autoriser à dépenser mon argent et d'aller voir qu'est-ce que ça dit de nous dans la partie plus invisible. Et là, ça parle de l'estime de soi, ça parle de la confiance en soi, ça parle de nos peurs également. Et comme je vois que je trouve que le thème du livre, enfin les éditions en parler sans tabou tombe très bien par rapport à la question d'argent, puisque cette question est très taboue et particulièrement en France, même si ça l'est aussi en Suisse et en Belgique est très tabou. Et si on veut, l'idée de, je me dis que quand je vois tellement d'adultes que j'ai encore rien, j'ai déjà accompagné 15 entrepreneurs femmes aujourd'hui à Besançon où je suis, et je vois à quel point ce thème est compliqué. Ce thème, il y a beaucoup d'historique depuis l'enfance qui fait que c'est un thème compliqué. Donc je me dis, donc c'est vrai que quand cette invitation est venue, c'était pas mon idée première d'écrire pour les adolescents. Je me disais, mais si on peut leur donner quelques bonnes habitudes, si on peut leur éviter de tomber dans des pièges, qui fait que je retrouve ces clients 30, 40, 50 ans après, qui sont dans ces pièges depuis si longtemps, ça me paraîtrait une bonne chose. Effectivement. Et dès le début de votre ouvrage, justement, vous conseillez d'éviter de faire des projections, c'est-à-dire d'attendre de l'argent, des choses impossibles. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer? Oui, alors ça, c'est vraiment au cœur des travaux de Peter Koenig que j'ai remercié infiniment. Donc, Peter est un Anglais qui vit en Suisse et qui a créé effectivement, qui a fait des recherches sur la relation à l'argent pendant des années, dans les années 80, 80, 90. Et effectivement, lui, en tout cas, je dirais son génie, parce que je l'ai vu nulle part ailleurs, c'était de montrer que nous projetons des choses sur l'argent, autrement dit que l'argent n'est pas vu comme quelque chose de neutre, et qui fait que, en fonction de ce qu'on va projeter sur l'argent, on donne un pouvoir à l'argent. Certains vont projeter l'argent, c'est ma sécurité, l'argent, c'est ma liberté, l'argent, c'est mon bonheur ou mon confort de vie, mon indépendance, mon pouvoir. Mais mon pouvoir, parfois, c'est de faire, mais mon pouvoir sur les autres aussi. Puis d'autres vont projeter l'argent, ça crée de l'injustice, l'argent c'est source de conflit, l'argent c'est sale, l'argent c'est la cause des problèmes dans le monde. Donc vous voyez, en fonction de ce qu'on va coller sur l'argent,
ça va donner une couleur à l'argent qui n'est pas du tout la même que si je projette quelque chose de positif, que si je projette quelque chose de négatif. Puis certains sont déchirés parce qu'ils projettent de l'un et de l'autre. Et c'est là qu'on donne un pouvoir à l'argent, c'est qu'on croit, on donne le pouvoir à l'argent de nous rendre sécures, de nous rendre libres, de nous rendre heureux ou je ne sais pas quoi, pour prendre cet exemple-là. Et puis je pense que chez les jeunes, il y a beaucoup de fantasmes également, de Oui. croire que l'argent, ça va les rendre heureux, que ça va être l'argent, c'est ma réussite ou je ne sais quoi. Et au fond, ben, ce qu'on voit et ce que j'ai vu avec le temps, c'est que l'argent n'a pas du tout ce pouvoir-là puisqu'il n'a pas été créé pour cela. J'image ça en disant, vous n'attendez pas d'une machine à café qu'elle vous fasse du jus d'orange frais pressé. C'est absolument normal puisque la machine à café n'a pas été créée pour cela. Donc personne n'attend ça d'une machine à café. Mais au fond, avec l'argent, c'est ça, c'est qu'on attend quelque chose d'impossible. C'est-à-dire qu'on croit que l'argent va nous rendre sécures, mais non, mes clients multimillionnaires étaient aussi insécures, et même des milliardaires qui sont insécures, qui ont peur de manquer. Donc, si je suffisait d'avoir de l'argent pour être sécure intérieurement, ça se saurait, ça ne marche pas. Et moi-même, j'ai fonctionné là-dedans. Il y a des gens qui disent, ah bah oui, l'argent va nous rendre libres. Non, je connais plein de gens qui ont plein d'argent et qui ne sont pas libres, qui sont coincés, prisonniers dans des situations familiales, dans des métiers qui ne leur conviennent plus, dans d'autres choses, qui fait qu'ils ne sont pas libres malgré tout leur argent. Si je pensais que l'argent suffisait pour être heureux, eh ben, j'ai eu plein de multimillionnaires qui étaient profondément malheureux, en famille, dans leur couple, avec leurs enfants. Voilà, on peut avoir plein de confort matériel, mais être malheureux parce qu'on n'a pas de relations qui sont bien. Donc, j'aimerais pas qu'on entende que c'est pas bien d'avoir de l'argent, mais n'attendons pas de l'argent des choses qui ne pourra pas nous apporter notre liberté, notre sécurité. Notre joie de vivre, elle est en nous. Elle est avant tout en nous avant de dépendre de quoi que ce soit à l'extérieur. C'est vraiment ça l'idée. Mm. Et pour commencer à en parler aux ados, une chose importante, et justement, on débute aussi un petit peu l'ouvrage là-dessus, pour expliquer ce qu'est l'argent, c'est de faire comprendre aux jeunes quelle est la différence entre argent virtuel et argent réel. Et aussi, bah, pour les parents, on se pose parfois la question, il vaut mieux donner de l'argent réel, c'est-à-dire des billets, aux jeunes, plutôt qu'une carte bancaire, parce qu'ils vont mieux se rendre compte de ce que c'est? Oui, alors c'est vrai que, alors bon, Herminie, vous êtes bien plus jeune que moi. Moi, j'ai connu l'époque où j'allais au magasin avec ma maman, il y avait que de l'argent cash, il y avait pas d'autre de l'argent, voilà, matériel. Les cartes n'existaient juste pas, en tout cas pour le commun des mortels. Et petit à petit, on voit qu'il y a un changement au point. Aujourd'hui, l'argent cash devient rare, encore plus en France qu'en Suisse ou ailleurs, mais ça devient rare. Et ce qui veut dire que là, il y a un premier piège, c'est que la représentation de l'argent n'est pas très, je dirais, réelle du fait que c'est virtuel. C'est-à-dire que je viens d'aller tout à l'heure à un magasin, un Biocoop tout à l'heure, et au fond, quel que soit le montant, je mets le même code sur ma carte, ou même, même plus à mettre des codes parfois. C'est-à-dire qu'il n'y a comme pas de différence que j'achète pour 100 ou pour 2, ça revient, c'est le même geste. Mm. Alors que je trouve que l'intérêt de l'argent matériel, c'est vraiment de voir, je dirais, le voir l'échange entre le donner et le recevoir, parce que c'est un échange. Je donne de l'argent parce que je reçois quelque chose en contrepartie. Et si on veut, si on perd cette représentation, c'est vite fait de se perdre parce que les comptes, c'est quelque chose encore de virtuel également. Et simplement, la notion de donner de l'argent aussi, et c'est intéressant parce que c'est une question qu'on avait l'autre jour avec mon épouse, on va donner de l'argent à nos 3 enfants, et je lui dis non, on va donner de l'argent. Elle me dit, tu vas faire un virement? Je dis non, un virement, c'est non, j'ai envie de donner de l'argent cash, j'ai envie qu'il y ait une représentation, qu'on leur donne quelque chose de précieux et qui pour nous a de la valeur et qu'ils le verront à travers des billets. Alors que si d'un coup il y a un montant de plus sur leur compte, j'ai l'impression que c'est comme pas la même chose. C'est juste un truc anodin mais qui passe pas dans la relation de nous à nous. Au moment du donner, il y a deux êtres humains, un qui donne et un qui reçoit. Et c'est pas du Mm. tout la même chose pour moi dans le virtuel. Alors, je ne parle pas forcément de l'argent de poche parce que c'est quelque chose de récurrent chaque mois. Là, je parle vraiment de choses qui sont particulières et singulières. Mais même potentiellement l'argent de poche, on peut aussi choisir de donner un cash pour vraiment montrer, voilà, je te donne de l'argent et voilà à quoi ça ressemble. Je ne dis pas que c'est une obligation, mais je trouve que c'est important de garder ce lien à cela. Mm. Et justement, par rapport à l'argent de poche, souvent les enfants le réclament et de plus en plus tôt. Euh, à quel âge vous vous conseilleriez d'en donner? À quelle fréquence? Combien? Parfois, les parents peuvent être un peu perdus Oui. sur ce qui est mieux pour les enfants. Voilà. Oui, alors bon, déjà, j'aimerais dire tout de suite, je n'ai pas la science infuse d'amener la vérité parce que tout ça, effectivement, se discute et puis il y a pas un chiffre qui est juste et puis le reste qui n'est pas juste. Donc, j'aimerais que chacun aussi le sente également. Mais c'est vrai que
Parfois, ça peut être juste de commencer avec des enfants plus jeunes, de leur donner 2, 3 sous pendant quand on est en vacances, par exemple, pour se faire plaisir, même s'il n'y en a pas le reste de l'année. Ça peut commencer juste comme ça, parfois aussi. Heu, mais je dirais qu'avant 8, 9 ans, je ne crois pas qu'il y ait d'intérêt de recevoir de l'argent parce que qu'est-ce que les enfants vont en faire? Des fois, ils en reçoivent un petit peu à travers des fêtes, des cadeaux, des petites choses comme ça. Ça peut arriver aussi. Voilà, mais après, je dirais plutôt à partir de 8 ans, 9 ans, je pense qu'on peut commencer à imaginer la chose, mais en discuter aussi. Après les montants, je pense que pour un enfant très jeune, au mois, ça paraît un peu loin, un mois peut-être. Ça peut être, à la semaine ou aux 2 semaines peut-être pour commencer et puis plus ils vont grandir, plus probablement on va pouvoir y aller au mois, par exemple aussi. Heu, Puis après encore une fois, les montants, bah, déjà juste quand on est en Suisse ou en France, la représentation de l'argent n'est pas la même, donc c'est pour ça que c'est difficile de donner un montant et puis c'est aussi important qu'en tant que parent aussi, on se respecte également en fonction de quels sont aussi nos moyens financiers, pour commencer. Voilà, mais je pense qu'on commence vraiment avec des petits montants pour s'habituer à appréhender ce que c'est l'argent et à quoi ça sert. Mmh. Et justement, ouais, vous parlez du fait de s'adapter à son budget. Quand les parents n'ont pas le budget, comment est-ce qu'on peut faire comprendre, expliquer à l'ado, qu'il pourra pas avoir autant d'argent qu'ont, par exemple, ses copains ou Oui, oui, bien sûr. Alors c'est sûr qu'on ne va pas échapper au piège de la comparaison, dans le sens que la comparaison, elle existe en permanence. Ça peut être autant chez les adultes, mais c'est encore plus en classe. On va se comparer de plein de manières différentes, mais on peut se comparer sur du matériel, on peut se comparer sur des notes, on peut se comparer qu'on est plus ou moins beau, plus ou moins fin, plus ou moins gros. Enfin, la comparaison, elle existe de toute façon de 10 000 manières, y compris sur l'aspect, matériel et effectivement, je dirais que c'est important déjà de voir qu'en tant qu'enfant, souvent on a tendance à voir ceux qui ont plus que nous. Déjà en priorité, voir plutôt ce qu'on n'a pas plutôt que ce qu'on a déjà. Même si parfois on peut aussi être sensible de voir qu'il y a d'autres enfants qui n'ont absolument rien aussi. Donc c'est déjà important de peut-être les aider à prendre du recul, de voir un peu quelle est la réalité, peut-être juste plutôt que de voir les 2, 3 cas qui leur fait envie. Et je pense que c'est vraiment important de pouvoir dialoguer là-dessus aussi. Et puis, aussi d'amener aussi je dirais un autre regard parce que moi j'ai vu tellement de fois, où des parents donnent de l'argent et peut-être plus d'argent que la moyenne à leurs enfants, comme une forme de compensation à tout ce qu'ils ne donnent pas, comme une forme de compensation à leur manque de présence, comme une manière de se déculpabiliser parce qu'ils ne sont pas aussi présents qu'ils aimeraient et plutôt que d'en parler ouvertement et de le nommer, c'est comme s'il fallait au moins qu'ils aient d'autres choses en comparaison. mmh, Pardon, pas en comparaison, en compensation. Et au fond, ça marche pas. Je peux vous dire, moi, en tant que conseiller en placement, je me souviens avoir eu des clients dont les parents avaient des postes très élevés dans des multinationales et qui m'ont dit: «Mais on a eu tout ce qu'on voulait au niveau matériel, mais il nous a manqué l'essentiel. Il nous a manqué la présence, il nous a manqué de l'amour parfois et tout ça. Voilà, on avait des nounous qui s'occupaient de nous à gauche, à droite, mais ils étaient où nos parents?» Et donc on n'a pas pu construire notre estime de nous-mêmes. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre un peu de la hauteur et de se dire, oui, on peut leur amener des biens matériels, mais s'il y a juste du matériel et qu'il manque de la présence humaine et de la chaleur humaine, ils n'auront jamais ce qui est nécessaire pour se construire. Donc ça, c'est déjà important de remettre ça, je dirais, au centre de tout cela. Et donc, comme je disais, j'ai commencé en disant, de toute façon, les comparaisons, on ne va pas les éviter. Et, et après, si on veut, on ne connaît jamais non plus la réalité de chaque famille parce qu'on voit des fois qu'il y a des familles qui s'achètent des grosses choses à des endroits, mais qui n'ont pas d'argent pour d'autres choses, hein. Je mmh, prends l'exemple de la voiture, c'est pas ceux qui ont les plus grosses voitures qui ont le plus d'argent parfois aussi. On voit des personnes qui sacrifient beaucoup de choses pour avoir une belle voiture qui est encore une fois un objet symbolique de vouloir montrer un semblant de réussite et les enfants vont tomber là-dedans aussi parfois. Donc simplement, je trouve c'est important d'être vraiment dans du dialogue. Je crois que le dialogue, il est essentiel. Et puis de pouvoir montrer c'est quoi une réalité financière et c'est quoi notre réalité financière. On n'est pas obligé de donner des chiffres, surtout qu'il y a ça ne veut pas forcément dire grand-chose, surtout que les enfants sont jeunes. Mais on peut comme expliquer une réalité financière, c'est quoi? À quoi ça ressemble un budget de ménage? Un budget de ménage, ça parle de charges fixes, de l'argent qu'on paye tous les mois ou tous les 3 mois, qui peuvent être des impôts, qui peuvent être un loyer, qui peuvent être des assurances. Enfin, ça, on peut vraiment l'expliquer, montrer pourquoi on a ça, à quoi ça sert. Après, il y a des frais qui sont variables, avec un niveau de variabilité plus ou moins grand.
mais on va quand même besoin de se nourrir. En se nourrissant, on peut faire des choix aussi, de différents choix, de dépenser un peu plus d'argent pour la nourriture de qualité ou pas. Après, on va aussi acheter des habits, ça fait aussi partie des choses variables. Donc, on va vraiment montrer à quoi ça ressemble, comme ça, comment on utilise l'argent, parce qu'il y a des choses que les enfants ne savent pas ou ne comprennent pas. Il y a des choses qui sont un peu plus, bah, quand je parle d'assurance, ils ne savent pas forcément ce que c'est une assurance, mais ça, on peut aussi leur montrer à quoi ça sert une assurance, etc. Et puis après, on peut leur montrer que en fonction de notre budget, en fonction de nos moyens, il reste quelque chose après. Et dans ce il reste quelque chose après, on peut l'utiliser pour des loisirs, on peut l'utiliser pour des vacances, on peut l'utiliser pour de l'argent de poche, pour se faire plaisir de différentes manières, ou peut-être mettre de l'argent de côté pour un futur projet, mais simplement de montrer que dans cet argent restant, il y a des choix à faire. Et qu'un choix, en général, exclut un autre, en disant oui, on peut mettre un peu plus d'argent là, mais on ne partira pas en vacances, comme on a fait peut-être les autres années. Ou si on choisit de partir en vacances, ça veut dire qu'on doit faire plus attention à ça. Donc, vous voyez, on va commencer à éclairer, à mettre de la conscience et à leur montrer qu'on a des choix à faire et potentiellement, suivant l'âge des enfants, en disant, qu'est-ce que tu ferais comme choix, toi? Qu'est-ce qui est plus important? Voilà, donc on peut juste leur montrer aussi parce que les ados ou les enfants auront aussi des choix à faire avec leur argent de poche qui est, si je ne l'utilise pas, je ne pourrais pas l'utiliser là aussi. C'est de montrer que nous, en tant qu'adultes, nous sommes aussi confrontés à cette réalité-là et qu'eux, ils seront confrontés. Donc, plus on en parlera ouvertement, plus ça sera quelque chose d'un peu plus fluide plutôt qu'un objet de frustration. Mmh. Voilà, la réponse est un peu longue, désolé. Mais très intéressante, au moins c'était très clair. Et en tant que parent, est-ce que vous recommanderiez est-ce qu'on doit mettre des limites sur les types d'achats? Ou est-ce qu'il vaut mieux, pour apprendre à gérer son argent, que les jeunes soient totalement libres de faire ce qu'ils veulent? Est-ce qu'il faut du contrôle ou pas? Oui, À vous. alors je dirais que je pense que c'est de trouver le juste niveau de contrôle. Je vais m'expliquer par rapport à ça. Parce que parfois, il y a le trop de contrôle et ça, c'est vraiment un piège chez les parents. Parfois, c'est déjà de vouloir être rassuré que leurs enfants se comportent comme des gens raisonnables avec leur argent. Et il y a tellement d'adultes qui ne sont pas raisonnables avec l'argent. Pourquoi on devrait attendre ça des enfants? Voilà. Donc, mais souvent, c'est qu'on veut se rassurer avec ça. Parce que des fois, je vois déjà quand il y a des enfants, dès qu'ils ont de l'argent de poche, moi j'avais un grand frère, dès qu'il avait de l'argent de poche, il le grillait, alors que moi je l'économisais. On avait deux comportements complètement différents. Et il y a des parents, des fois, qui sont apeurés en voyant leurs enfants tout dépenser parce qu'ils se projettent, ils se disent: oh là là, s'ils sont comme ça dans la vie, ça va mal se passer. Mais ce n'est pas parce que je suis comme ça à 10 ans, à 12 ans, que je le serai à 18, 20 ou 25 ans. Déjà, c'est juste de ne pas avoir une peur qui est inutile. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc, donc moi, je serais plus tendance à leur laisser la liberté pour faire leurs expériences, parce que je pense qu'on apprend de nos expériences plutôt que de les en empêcher. Parce que ce que je ne fais pas pour mon expérience jeune, je les ferai peut-être plus tard et elles seront peut-être plus douloureuses. Et par contre, où je pense que c'est bien de mettre du contrôle, c'est que si un enfant, avec son argent, va commencer à s'acheter plein de bonbons, là, je vais mettre du contrôle, je vais dire, ben, OK, tu as des bonbons, mais je pense qu'en termes de santé, il y a des choses qui sont importantes et peut-être qu'on va gérer ensemble ce que tu vas manger comme bonbons chaque jour et pas plus que ça. Et on va le gérer ensemble pour dire, par exemple, de ça, plutôt que de laisser manger un sachet de bonbons, par exemple, une journée. Là, je mettrai du contrôle à cet endroit-là parce que je vais mettre du sens et je vais mettre un lien avec la notion de santé et pourquoi c'est important que mon enfant fasse pas n'importe quoi aussi en termes de santé aussi. Donc, ce serait plus de dire, OK, tu as envie de bonbons, va acheter des bonbons, mais après, on va regarder ensemble comment tu peux le faire. Mais plutôt, parce que si je fais l'interdiction totale, ils vont quand même le faire en cachette. Donc, autant que ça puisse se faire de manière ouverte et qu'on co-construise ensemble. Et effectivement, je pense qu'il y a une chose qui est vraiment importante, c'est que on ne pourra pas empêcher les enfants de vivre des frustrations de temps en temps. Et de vivre des frustrations, ça veut dire quoi? Ben oui, je dépense tout et je vais devoir attendre jusqu'à qu'il y ait mon prochain argent de poche qui tombe et ne pas vouloir parce qu'on a tellement pitié, qui vit de la frustration de lui faire des avances. Je ne pense pas qu'on rende service. Je pense qu'apprendre les enfants à gérer leurs frustrations, c'est un très beau cadeau qu'on leur fait dans la vie parce que des frustrations, on en a tous. Nous aussi, en tant qu'adultes, on a des frustrations de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on veut à chaque instant, à chaque moment. Et aussi, plus on apprend à les gérer, à les vivre, plus on peut être tranquille avec ça, plus finalement on peut avoir une vie qui est plutôt tranquille et sereine. Et peut-être ce que je veux dire par là aussi, c'est que euh, entre l'idée de je dépense tout de suite, ce qui veut dire que potentiellement je me prive peut-être d'un projet important plus tard.
que peut-être certains enfants ont envie d'un projet qui peut être un beau Lego, qui peut être un objet, qui peut te faire quelque chose, qui peut te faire un coup, je ne sais pas quoi. Et pour cela, peut-être ils vont apprendre à économiser chaque mois un peu pour enfin s'offrir cette chose qui leur fait si plaisir. Et une étude montrait que plus les enfants sont capables de gérer la frustration, en général, plus ils réussissent des choses plutôt belles et importantes dans leur vie, de par leur capacité de gérer la frustration, parce que ça veut dire qu'on est capable de, je dis de renoncer à un plaisir immédiat pour un plaisir futur. Et là aussi, ça nous parlera en tant qu'adulte. Est-ce qu'on est capable de renoncer à un plaisir immédiat pour un plaisir futur, mais un plaisir futur qui a encore plus d'importance, qui laissera plus une marque que le truc un peu sous le coup de juste de l'envie que j'arrive pas à me retenir, voilà, qui fera juste un petit plaisir rapide, mais qui va vite, qui ne durera pas en quelque sorte. Ouais, et ça rappelle justement, je partage, pendant qu'on aborde certains sujets des extraits du livre, et c'est vrai que vous en parlez sur faire, bah, voilà, calculer ses entrées d'argent, ses dépenses, expliquer bien ce que c'est une provision, et c'est en ça que le livre est utile, c'est que tout le monde retrouvera toutes ces informations essentielles, dedans. Voilà Oui, pour la et petite, ma petite parenthèse. histoire dans mes ateliers, je vois, j'ai affaire aux adultes, mais j'ai beaucoup d'adultes qui viennent les acheter, qui disent: «Je crois que je vais le lire pour moi déjà». Ouais, ouais. Ça va m'aider aussi peut-être à en parler à mon enfant aussi. Mmh. Voilà, mais je pense qu'aussi que ça peut être aussi éducatif, aussi pour les parents parce qu'encore une fois, je dis la relation à l'argent pour les adultes, c'est pas quelque chose de facile et d'aisé et de fluide pour la majorité. Ouais. Et au-delà de l'argent de poche, il y a aussi d'autres, moyens, pour, les ados de gagner leur propre argent. Qu'est-ce que vous proposez comme solution dans le livre? Parce que c'est vrai que souvent on a l'impression qu'il y a que ça, mais il y a d'autres, alternatives pour gagner de l'argent que les parents? Alors déjà, il y a 2 choses, et des fois c'est les ados qui viennent vers nous, qui disent: «Ah mais j'aimerais gagner plus d'argent, voilà comment faire». Et ben, c'est bien s'ils ont envie eux-mêmes, qu'ils sont motivés et qu'ils sont prêts à faire quelque chose en contrepartie, c'est bien aussi. Et c'est là qu'on peut peut-être potentiellement voir, est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire dans le cadre du fonctionnement du ménage? Et là, je différencie vraiment le je dirais ce qui est de l'ordre de l'ordinaire qu'on peut attendre d'un adolescent qui participe au ménage, qui est peut-être débarrasser son assiette, faire la vaisselle avant avec les autres, enfin, voilà, participer aux choses, je dirais, courantes, qui est quelque chose qu'on peut attendre de n'importe qui, parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit que la maman, la plupart du temps, voire le papa qui porte. On peut porter ensemble et puis de faire ça d'une manière joyeuse, où on a des échanges, des discussions en préparant un repas ou en rangeant la table, par exemple. Voilà, donc est-ce qu'on peut attendre raisonnablement d'un enfant de faire sans qu'il doit être payé et récompensé pour autant, parce que ça fait partie du bon fonctionnement du ménage. Et puis après, les choses qui sont un peu, je devrais dire, qui sortent de l'ordinaire, où là, effectivement, on peut dire, proposer, ah ben tiens, si tu as envie de faire ci, ça ou ça, effectivement, je suis prêt potentiellement à peut-être à te payer pour ça. Enfin, ça peut être ça dans un premier temps, ou voilà, et dans des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Et après, potentiellement, ça peut être la même chose, d'aller amener du soutien peut-être chez des voisins, chez d'autres comme des fois, bah, tiens, tondre le gazon, c'est pas un truc doit faire, qu'on aime faire, on n'a pas trop le temps. Bah, si quelqu'un d'autre peut venir le faire, ça, j'ai vu plein de fois des ados gagner de l'argent comme ça. J'en ai vu qui allaient promener des chiens, d'autres personnes parce qu'ils ne pouvaient pas à certains moments de la journée. Voilà, on peut voir qu'on peut trouver d'autres manières de faire également. Et parfois, certains ont déjà, des ados qui ont déjà des esprits d'entrepreneurs, de bricoler des choses ou de faire des choses et d'aller les vendre. Voilà. On le voit parfois avec une forme de candeur et de naïveté aussi, puis parfois aussi de manière un peu plus sérieuse aussi. Donc voilà, je dirais que déjà, c'est important d'aller voir si eux ont leurs propres idées, une forme de créativité qui les mettrait en joie de faire. Parfois, on le voit aussi que ça peut être dans des brocantes, hein. On va vendre nos anciens jouets, par exemple, pour pouvoir potentiellement en acheter d'autres. Donc, il y a différentes manières de faire, mais en tout cas, moi, je les encouragerais dans ce sens, je les accompagnerais peut-être à voir ce qu'ils peuvent faire, parce que je trouve que c'est bien qu'ils prennent déjà ce côté d'être moteur de si je veux quelque chose, je suis moteur de me mettre en action pour obtenir quelque chose. Ça va leur être très utile dans la vie de manière générale plus tard aussi. Mmh. Et avant d'effectuer un gros achat, je voudrais aborder aussi cette partie-là, puisque ça fait partie aussi justement de l'éducation financière, de se dire quelles sont les bonnes questions à se poser une fois qu'on a eu justement son argent, dûment gagné, comme ça. Qu'est-ce qu'on doit conseiller aux ados de se demander avant un gros achat?
Ouais, bah, je pense qu'une des choses à se poser la question, c'est déjà le pourquoi. Le pourquoi, parce qu'encore une fois, est-ce que c'est juste parce que je veux faire, comme les autres? Est-ce que ça va m'amener un réel plaisir? Et puis je veux dire les ça sera peut-être les mêmes questions qu'on pourrait se poser nous, comme adultes aussi, hein, avant de faire des Mmh. des achats, pour éviter qu'on les regrette plus tard. Mais au fond, je crois qu'en tant que parent, on sent assez vite il y a un train qui passe, je passe à ça, voilà. On sent assez vite si vraiment l'enfant est motivé par ça, parce qu'on voit des fois ce qu'un enfant est prêt à faire comme effort pour gagner cet argent, parce qu'il a vraiment envie de ce truc, je dis en Lego, parce qu'il adore ça ou autre chose, ou ci ou ça, on sent qu'il y a une motivation et que ça paraît évident. Et puis il y a d'autres fois, on peut sentir que ça a un peu moins de consistance, cette envie-là. On sent moins ce que j'appelle la motivation intrinsèque intérieure qui nous met en action. Et que là, peut-être, ça vaut la peine peut-être de poser des questions, de dire: «Mais pourquoi tu aimerais vraiment ça? En quoi ça t'amènerait quelque chose de plus?» et tout. Et voilà, mais ça peut être aussi autant à travers des habits que des jeux, que des différentes choses aussi, hein. Heu et puis voilà, mais encore une fois, poser les questions, c'est pas vouloir l'influencer, c'est l'aider à clarifier ce qui est vraiment juste pour lui ou pas. Et parce que peut-être qu'ils vont faire comme nous adultes, parfois, de temps en temps, un achat qui s'avérait ne pas être le bon. Et puis, on va aussi apprendre de ça aussi. C'est pas grave, c'est pas dramatique, hein. Ils vont aussi apprendre de ça et peut-être de voir, mais pourquoi peut-être tu as fait cet achat ou qu'est-ce que tu aurais pu, même après coup, des fois, qu'est-ce qui aurait pu te mettre la puce à l'oreille que peut-être c'était pas une toute bonne idée de faire ça, qu'il y a peut-être un meilleur choix à faire. Donc voilà, je pense encore une fois, c'est encore une fois du dialogue, aussi. Et c'est aussi, je crois vraiment qu'on va beaucoup leur apprendre par l'exemple. On peut aussi leur parler de nous, de nos bons choix, de nos mauvais choix qu'on a fait dans notre vie. Je pense que c'est important aussi de montrer que parfois on s'est trompé, qu'on a fait des mauvais choix et qu'on croyait que c'était bien, puis une fois qu'on l'avait, finalement, ben non, c'était pas si bien que ça. Plus on est capable de parler de nous, mais vraiment sous les 2 facettes, hein, pas juste qu'on est formidable, mais qu'on a aussi fait nos erreurs, plus ça va les éveiller aussi à ça et à les rendre attentifs à ça. Et je pense vraiment que c'est important d'être, voilà, exemplaire dans le sens de transparence, j'ai envie de dire. Ouais. Et dans le livre, je m'étais noté que vous aviez écrit, c'était le titre d'un sous-chapitre, «Savoir gérer ses frustrations, un plus pour l'avenir». Mmh. Et concrètement, comment on travaille, comment on les fait travailler là-dessus? Ouais, alors peut-être effectivement, comme je dis, les envies, ça vient souvent d'impulsion et c'est important encore une fois de vraiment questionner, de dire: «Mais qu'est-ce qui te fait vraiment envie? Pourquoi c'est si important? Qu'est-ce que ça changerait pour toi?» Voilà, c'est vraiment ce genre de choses-là pour essayer d'amener du dialogue et ça, je n'ai déjà touché un mot tout à l'heure en disant, bon, déjà la frustration, c'est aussi, encore une fois, si on reprend le thème d'ouverture, c'est de montrer que nous aussi, on a des frustrations dans le quotidien, qu'on n'a pas le don d'ubiquité. Quand je suis là à ce moment-là, bah, je ne peux pas être à un autre endroit où j'aimerais bien être aussi. Que quand je choisis d'être là avec toi à ce moment-là, avec toi aussi, je ne peux pas être ailleurs, mais je choisis d'être avec toi parce que c'est important d'être avec toi, mon enfant, même s'il y a une partie de moi qui aimerait peut-être faire autre chose aussi. Voilà, mais renonçant à acheter ça, c'est aussi ce qui me permettra peut-être d'avoir autre chose aussi ou qu'on puisse aller en vacances ou d'autres choses. Donc c'est vraiment, encore une fois, d'en parler par, l'exemple pour montrer que nous aussi, on vit de la frustration, que c'est humain, que c'est normal et comment leur montrer que finalement, on peut assez vite oublier. Et je pense qu'un des pièges, auxquels les ados vont tomber, je n'ai touché un mot tout à l'heure, c'est la comparaison. C'est qu'on veut la même chose que les autres parce qu'il y a souvent une notion d'appartenance. On voit qu'on tombe vite dans des pièges de marque également. On voit, hein, quand on parle de marque, on parle de projection. Comme j'ai parlé de projection au début d'entretien, on projette des choses sur l'argent. On projette la même chose sur des marques. Si j'ai cette marque-là, c'est comme si ça me valorisait, c'est comme si j'étais comme les autres. Mais on n'a pas tous les moyens d'acheter des marques, on n'a pas tous l'envie non plus d'acheter des marques et peut-être qu'on a aussi envie d'amener peut-être des notions de qualité, peut-être des notions de valeur aussi qui fait que quelque chose qui est le produit à l'autre bout du monde, ça correspond peut-être pas à nos valeurs non plus, qu'on a envie d'expliquer pourquoi. On a envie d'être attentif à ça aussi parce qu'on a envie aussi que notre argent contribue à quelque chose de positif. Donc ça peut aussi être de nommer ces choses-là et peut-être aussi, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait à un moment donné avec nos enfants, c'est qu'on leur a dit d'être clair sur l'utilité de la chose. Et puis la marque, on n'est plus dans l'utilité. La marque, on est dans le surplus.
Une paire de chaussures, une paire de baskets, ou un habit, c'est fait pour nous habiller, c'est fait pour avoir chaud, c'est fait pour être à l'aise. Une paire de chaussures pour être bien à l'aise pour marcher. Et la marque, c'est au-delà de l'utilité, si on veut. Donc, en tout cas, nous, je sais qu'on a eu fait des fois avec nos enfants, et je ne suis pas en train de prétendre que c'était la bonne chose, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a trouvé que c'est la meilleure manière de faire, de dire, ben voilà, c'est une paire de chaussures, bon, je dis un chiffre comme ça au hasard, hein, mais disons qu'on estime que ce genre de chaussures, ça coûterait 60. OK, toi, tu veux cette marque-là qui coûte 80, ben les 20, tu vas trouver, toi, la différence pour les 20 si tu veux te les payer, parce que nous, on achète une utilité, on n'achète pas une marque, si on veut. Et voilà, ben, si vraiment c'est important pour une marque, ben, tu vas faire ta part, et peut-être là aussi qu'on peut l'accompagner, nous dire, ben voilà, peut-être les petits travaux que tu peux faire pour avoir la différence. Et si vraiment, et si on veut, là, parfois, on va voir s'il y a une réelle motivation pour ça, ou dès le moment où l'enfant doit faire quelque chose en contrepartie, bah, peut-être il va se dire, bah non, c'est pas si important que ça. Et finalement, mon envie était pas si motivée que ça. Il va laisser tomber, puis il va avoir sa paire de chaussures, qui n'est peut-être pas la marque connue, et que c'est pas si important que ça. Je me souviens d'ailleurs pour être intervenu auprès d'adolescents une fois à la Poste en Suisse, il y a déjà un certain nombre d'années, mais c'était sur l'estime de soi. On avait parlé de ça. Et c'était intéressant de voir que les ados étaient très clairs entre ceux qui disaient bah non, les chaussures, la marque ou pas, ça ne change rien que tu les as au pied, etc. Puis ceux qui s'accrochaient à la marque, on voyait vraiment qu'il y avait déjà vraiment ces deux clans, ceux qui étaient déjà très conscients de bah non, la marque, c'est juste un truc qu'on va coller dessus, puis ceux qui s'accrochaient à la marque parce qu'ils y donnaient une forme de réussite, de valorisation. Donc je pense que c'est important qu'on puisse les accompagner à pas tomber dans ce piège de croire qu'on est plus quelqu'un parce qu'on porte une marque. Ça, c'est un leurre, c'est pas vrai. C'est pas parce que j'ai un crocodile sur mon t-shirt, je suis plus quelque chose. Je suis le même être humain qui porte un autre habit. C'est tout. Et c'est vraiment important d'amener tout de suite ça chez nos adolescents, de dire tu es le même que je vais aimer de la même manière, qui est capable de faire les mêmes choses, les mêmes notes, les mêmes trucs, la même qualité de sport ou de piano, je ne sais pas quoi, quelle que soit la marque que tu portes. Ça ne va pas te changer de ce que tu es, tu portes autre chose. Et vraiment de les amener à éviter ce piège-là, parce que c'est un piège dont les sociétés de marketing font tout pour nous faire croire quelque chose. Et à nous de ne pas tomber dans le piège, mais pour ne pas tomber dans le piège, c'est déjà nous, en tant qu'adultes, de ne pas tomber dans ce piège-là non plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aimer une marque parce qu'elle y amène des valeurs, elle amène des choses et tout, qu'on aime une marque, mais on aime une marque pour autre chose que juste une soi-disant de valorisation. Mmh. Et justement, je voudrais rebondir là-dessus parce que vous parlez des pièges et il y a aussi pas mal de recommandations et de préventions à faire, aux jeunes, bah, concernant justement leurs dépenses et ce qui seront valables pour la vie de tous les jours. Je pense notamment au crédit, aux arnaques. Pour vous, qu'est-ce qui est essentiel de bien comprendre, dès le plus jeune âge, pour éviter ces pièges justement? Oui. Ben, en tout cas, ben déjà, c'est effectivement de parler aussi d'une forme de réalité qui existe. Et malheureusement, l'histoire des arnaques, elle est de plus en plus courante. Voilà, il ne se passe pas un jour sans que je ne reçoive pas un courriel qui est un faux, etc., etc. Donc, ça, on peut aussi leur montrer, alors pas quand ils sont 8 ans, hein, mais un peu plus tard, aussi leur montrer déjà qu'il y a différentes choses des fois, ou différentes choses qui font, ou que nous-mêmes, on est tombé dans un truc, voilà, qu'on s'est fait avoir, effectivement, quand il y a eu de la mauvaise qualité, qu'il y a eu d'autres choses, ou qu'il n'y a pas eu une promesse derrière. Donc, c'est encore une fois leur rouvrir l'esprit. Dans un premier temps, c'est déjà ça, de montrer que ça existe et puis qu'il y a des gens qui sont prêts pour gagner de l'argent, de faire des choses qui ne sont pas honnêtes. Et évidemment, ce n'est pas ça que nous, on aspire à montrer comme exemple. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose derrière, justement, et auquel beaucoup, malheureusement, encore beaucoup trop d'adultes tombent dedans, c'est le piège de l'argent facile. C'est-à-dire que comme on veut vite gagner de l'argent, on voit encore une fois qu'il y en a qui vont faire plein de promesses, qui vont expliquer, qui vont faire croire plein de choses. Et c'est de tomber là-dedans, de dire que l'argent facile, je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais c'est exceptionnel. C'est vraiment c'est de la rareté. Oui, on peut acheter une crypto-monnaie qui monte d'un coup, mais il y en a beaucoup plus qui descendent que celles qui montent d'un coup. Donc, je ne vais pas dire que ça existe, mais au fond, c'est vraiment aussi de les rendre attentifs aussi en disant, OK, si tu as envie de tester cette expérience-là, est-ce que tu es prêt à perdre cet argent-là? Et si tu parce que c'est vraiment important. Moi, je suis conseiller en placement, j'ai toujours vu des clients qui veulent prendre des risques. Je dis: «Pas de problème, prenez des risques. Si vous êtes prêt à perdre cet argent, allez-y gaiement, prenez des risques, mais parce que vous êtes prêt à perdre cet argent. Si vous n'êtes pas prêt à le perdre, ne prenez pas ce risque-là, parce que ce risque-là, il sous-entend qu'on peut le perdre». Donc on peut leur amener ce
et leur montrer que, voilà, que parfois on perd de l'argent parce que ça ne marche pas comme on veut ou parce que les gens en face ne sont pas fiables. Donc voilà, c'est de leur montrer aussi une forme de réalité, alors sans leur faire montrer une forme de croyance que tout est sale, tout est malhonnête, je sais pas quoi, hein, c'est pas ça l'idée, mais qu'on peut faire confiance à personne, c'est pas ça l'idée, mais en tout cas, d'une forme de vigilance. Et en tout cas, moi, mon expérience, en tout cas, d'ancien banquier, c'est de dire, quand il y a des grandes promesses, il y a forcément de grands risques. C'est pas possible. Autrement, il y a l'un est forcément couplé à l'autre. Donc, ne tombez pas dans le panneau de ce qu'on va nous faire croire pour montrer cette réalité. Mais encore une fois, plus on dialogue, plus on montre tout ça, voilà, plus on peut en faire un sujet de discussion tranquille. Et puis, potentiellement, ils feront de temps en temps aussi une autre erreur. Encore une fois, c'est pas grave, on apprend aussi de ça. Parce Mmh. qu'on peut aussi se faire rouler par un copain à l'école, hein, qui en prête de l'argent puis qui ne nous le rembourse jamais, hein. Ça peut aussi se passer comme ça parfois, Oui, hein. ça arrive aussi, oui, c'est sûr. Et justement, vous parliez de, ça m'a fait penser d'argent facile. Et c'est vrai, le sujet est un petit peu abordé dans le livre par rapport à l'orientation. Les jeunes, parfois, est-ce qu'ils veulent faire un métier en fait qui gagne beaucoup? Mais parfois, est-ce que justement, en tant comment dire? J'ai perdu le fil, pardon. Oui, ça me faisait C'est de voir pardon. si c'est une bonne idée ou pas de les laisser faire ça ou bien c'est quoi? C'est le Oui, c'est ça. C'est dans l'idée, c'est est-ce que un enfant qui veut être influenceur parce qu'il pense que voilà, il va se faire plein d'argent ultra rapidement et c'est pas vrai. Donc comment bien lui faire comprendre? Est-ce que en fait cette génération-là, ils ont pas cette sensation que l'argent peut être très facile d'accès ou est-ce que ça, au final, ça a été de tout temps vous par rapport à vos différents clients? Est-ce que vous voyez que les plus jeunes ont un rapport différent à l'argent et pensent que c'est plus facile de l'obtenir que... alors je dirais qu'il y a quand même une grosse différence actuellement, c'est que, ben, les réseaux sociaux, pour prendre cet exemple-là, fait qu'ils vont voir des choses, en tout cas, qui vont voir des choses qui vont peut-être leur donner envie et de voir des choses qui est, une réalité ou une pseudo-réalité parce qu'on peut faire croire des choses sur les réseaux sociaux, on peut montrer que la partie joyeuse sans vouloir montrer l'autre partie. Après, c'est vrai que j'ai connu, hein, des jeunes de 19-20 ans qui vivaient de ce qu'ils touchaient à travers TikTok. Ça m'a sidéré moi-même, mais ils m'ont expliqué comment ça fonctionnait. Mais c'est important de se rappeler, c'est un peu comme dans le sport, que c'est une minorité qui vont être à la pointe et peut-être gagner de l'argent ou beaucoup d'argent pour une majorité qui vont peut-être faire beaucoup de choses et pas gagner grand-chose. Donc, c'est aussi leur montrer que s'il suffisait de faire ça puis que ça marche, bah, tout le monde l'aurait déjà fait depuis longtemps. C'est pas dire que leur dire c'est pas possible, hein, parce qu'encore une fois, il y en a qui se débrouillent et puis qui le font de manière assez étonnante et parfois même remarquable. Mais encore une fois, c'est de voir, encore une fois, qu'est-ce qu'on veut derrière l'argent facile. Et encore une fois, le dialogue reste important. Pourquoi ce serait important de gagner de l'argent? Pourquoi tu veux faire quoi? Enfin, et bon, moi, je connais pas mal d'entrepreneurs. Je connais pas mal d'entrepreneurs qui sont des entrepreneurs qui voyagent dans le monde, hein, qui font le fameux, je ne sais plus comment on a les mots qu'on utilise pour ça, qui sont des jeunes, hein, souvent, qui ont 20 et 30 ans et tout. Mais je vois par contre très souvent la partie cachée. Voilà, on voit la belle plage, le machin, que sur mon ordinateur, c'est la vie de rêve. Non, mais je peux vous dire que moi, je vois la partie cachée. Et ça, c'est ce qu'on veut montrer. Et c'est souvent difficile d'aller montrer que c'est pas si cool que là, est-ce que ça marche pas si souvent que tu as fait des choix de vie, parce qu'on a de la peine à montrer qu'on s'est peut-être trompé. Donc on peut vite tomber dans l'illusion de faire croire quelque chose juste aussi pour se valoriser, mais pas pour s'empêcher de voir la réalité. Donc voilà, je veux dire, on va pas y échapper. Donc simplement pour dire que oui, cette notion d'argent facile, elle est plus visible aujourd'hui. Les médias en parlent plus. Il y a tous ceux qui ont fait de l'argent avec du bitcoin ou d'autres choses et tout ça. Mais c'est important de se rappeler que, d'une manière générale, ce qui est visible, c'est toujours ceux qui ont plus réussi que ceux qui ont vécu des échecs, qui ne viennent pas le crier sur les réseaux sociaux. Ça a toujours été comme ça. Avant les réseaux sociaux, c'était déjà comme ça aussi. On ne venait pas se vanter qu'on s'était fait rouler dans la farine pour un placement et autres, mais ça a toujours existé aussi. Donc voilà, simplement déjà ça. Après, le choix des métiers, c'est vrai que c'est assez étonnant de voir des enfants qui déjà la notion d'argent est très présente déjà jeunes sur le choix du métier et puis d'autres pour qui c'est absolument pas une question. Ah, je veux dire, en tant que parent, j'ai 3 enfants, des 2 petites filles maintenant. Ben, ça demande aussi de pouvoir lâcher prise sur, je vais pas pouvoir contrôler la vie de mes enfants, hein. À un moment donné, ils vont comme vivre leur vie. Je peux leur donner quelques bons conseils, je peux être présent pour eux, je peux surtout être prêt à dialoguer, à échanger avec eux
pour leur donner mon avis sans vouloir chercher à les convaincre d'autre chose. Mais in fine, la seule question qui m'intéresse, c'est quoi? C'est est-ce que mes enfants sont heureux ou pas? C'est la seule et unique question qui m'intéresse. Alors, est-ce que d'avoir un médecin qui a peut-être des bons revenus mais profondément malheureux, c'est ça que j'ai envie pour mes enfants? Évidemment que non. Ce que j'ai envie, c'est qu'ils soient heureux et peut-être qu'ils seront heureux en faisant artiste, peut-être qu'ils seront heureux en faisant banquier, peut-être qu'ils seront heureux en faisant instituteur. Voilà. Donc, je peux les accompagner là-dedans et je dois m'occuper de mes peurs parce qu'il y a tellement de parents qui ont des peurs et les peurs vont essayer d'influencer leurs enfants. Non, c'est à moi de m'occuper de mes peurs et plutôt de les soutenir parce que ceux qui réussissent bien dans des domaines parfois un peu plus insolites, un peu plus compliqués, sont souvent parce qu'ils ont aussi été soutenus par leurs parents qui ont dit peut-être ça me fait peur, mais si toi tu y crois, j'ai envie de t'encourager à ça. Voilà et heureusement, de toute façon, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus un jeune qui va faire un seul et unique métier. Ça sera des exceptions. C'est que soit ils auront trouvé le bon métier tout de suite parce qu'ils se sentaient appelés et qu'ils verront toute leur vie, ou soit ils auront trouvé un mauvais métier, mais ils n'auront jamais osé en sortir jusqu'à la fin de leur jour et ils seront malheureux tout le temps. Est-ce que je ne leur souhaite pas? Mais la plupart des personnes sont appelées à vivre 2, 3, 4 métiers. Donc voilà, ben, ils feront un premier. Puis aujourd'hui, on a une relative facilité à apprendre d'autres métiers par Internet, par différentes manières, peut-être de manière plus facile qu'avant. De toute façon, tout évolue tellement vite que il y a beaucoup de métiers de demain qui n'existent pas aujourd'hui aussi. Mm. Voilà, donc c'est plus ça, les accompagner sur une vraie motivation qu'ils peuvent avoir et s'occuper de nos peurs s'il y en a. Et puis aussi, peut-être de les accompagner aussi à les aider à trouver qu'est-ce qui les fait vibrer. Parce qu'au fond, encore une fois, ce qui compte, c'est qu'on ait une vie qui soit heureuse et joyeuse. Et cette vie heureuse et joyeuse, c'est pas juste en ayant un métier alimentaire, c'est en ayant un métier qui nous fasse. On passe tellement de temps dans notre activité professionnelle, c'est quand même bien qu'on y prenne du plaisir. Et je pense que c'est pas à vous, Herminie, que je dis le contraire. Oui, non, c'est sûr. Et bah justement, ça me permet un petit peu d'enchaîner sur la question clé, mais bon, là, c'est plus sur votre avis un peu personnel, parce que vous travaillez justement là-dessus, et c'est là-dessus que vous conseillez les gens. D'après vous, est-ce que l'argent fait le bonheur, même si je pense qu'on a déjà eu un petit peu la réponse dans la question précédente? Ben, s'il suffisait d'avoir de l'argent pour être heureux, ça se saurait. Ça, c'est la première chose. Et puis, c'est vrai que c'est peut-être aussi un fantasme que beaucoup de jeunes ont. Et puis, je pense que c'est important parce qu'il y a un milieu où on le voit quand même bien, c'est le milieu des artistes. Combien d'artistes connus se sont suicidés? Ils sont nombreux quand même, hein. Alors bon, on va parler Mm. de Jimi Hendrix, ça veut rien dire, ou Janis Joplin à l'époque, on parle des années 60, mais je veux dire, on peut parler de choses, Amy Winehouse, il y en a d'autres, enfin, ou qu'on fait des dépressions, que tu es profondément malheureux, enfin, et voilà, ça peut être aussi des sportifs, ça peut être d'autres choses qui tournent mal. Donc, je veux dire par là, c'est que les exemples sont là pour montrer qu'à première vue, ils ont tout pour réussir et malgré tout, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que, encore une fois, c'est de montrer que tout est possible, mais qu'au fond, être heureux, ça commence déjà en soi, avant que ça soit quelque chose qui soit d'externe, si on veut. D'être heureux, c'est juste d'être heureux d'être qui on est. Et si on veut, ce que moi je peux voir, et ce que j'ai pu voir avec le temps, et aussi avec mes clients à la banque, bien plus fortunés que la moyenne, c'est que l'argent amplifie ce qui est déjà là, mais autant dans le positif que dans le négatif. Voilà, c'est-à-dire que l'argent amplifie peut-être potentiellement du bonheur et du bien-être si on l'a déjà au départ, mais il amplifie les peurs pour ceux qui ont déjà des peurs. Ils ont encore plus peur de perdre ce qu'ils ont, parce que c'est important de se souvenir qu'on peut avoir peur de perdre que ce qu'on a. On ne peut pas avoir peur de perdre quelque chose qu'on n'a pas. Et donc, c'est pour ça que ça commence toujours par un état intérieur. En plus, moi, j'ai la chance de travailler avec les gagnants de l'euro million. Donc, c'est une expérience extrêmement intéressante aussi. Et je veux dire, ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont parlé d'être plus heureux que la moyenne. Voilà, et c'est même un joli clin d'œil, c'est de voir qu'au départ, ils ont de nouveaux problèmes qu'ils n'avaient pas avant, quand ils gagnent à l'euro million, de savoir quoi faire avec leur argent, comment pas se tromper, pas se faire rouler, savoir à qui on va en parler, puis souvent à qui on en parle de tout ce que les gens nous renvoient. Enfin, ils ont plein de nouveaux problèmes qu'ils n'avaient pas avant. Et potentiellement, s'ils savent bien gérer tout ça, ils auront de nouvelles joies qu'ils n'avaient pas avant. Mais ça, c'est pour une partie d'entre eux. Une autre partie, ils verront que les problèmes, ils ne verront jamais le reste. Donc, simplement, encore une fois, ce qui fait vraiment, vraiment, vraiment la différence, c'est la capacité à apprécier ce qu'on a déjà. Et ça fera toujours la différence. Et vraiment, j'aimerais amener un message là aussi qui est tellement important, parce que pour moi, il y a un problème, c'est ce que j'appelle la dictature de la normalité.
Les gens trouvent que c'est normal d'avoir 3 repas par jour, d'avoir un toit pour nous héberger, pour nous protéger du chaud, du froid, du, bah, de prédateurs. C'est normal d'avoir du Wi-Fi, d'avoir un téléphone, d'avoir un ordinateur, d'avoir l'électricité, d'avoir du gaz, d'avoir de l'eau potable qui coule du robinet, et cetera, d'être en santé. Tout le monde trouve que c'est normal d'avoir tout ça et pourtant, il y a des milliards, j'ai bien dit des milliards de personnes sur terre qui n'ont pas tout ça, à commencer par de l'eau potable qu'on peut boire, ça, c'est déjà tellement rare. Donc, si on pouvait déjà juste commencer à amener cette notion de gratitude pour nous et montrer à nos enfants que déjà juste ça, c'est déjà énorme. Et si on veut, pour moi, la gratitude, l'instrument de l'esprit d'abondance, d'avoir une impression d'être dans l'abondance dans sa vie. Plus on a de gratitude pour ce qu'on vit et d'avoir des bonnes relations avec nos enfants, d'avoir tellement de choses simples dans la vie, plus on aura une vie qui sera heureuse et joyeuse au-delà de l'accumulation matérielle. C'est pas l'accumulation matérielle qui rend heureux, c'est le fait d'avoir de la gratitude pour ce qu'on possède, y compris des choses qui ont de la valeur argent aussi, d'avoir un véhicule automobile, d'avoir un bel appartement, une belle maison, d'avoir des lits où on est confortable, et cette capacité de gratitude est vraiment, c'est important que nous, en tant qu'adultes, nous montrions l'exemple à dire merci d'avoir tout ça, plutôt que dire ah ben non, c'est normal, je veux plus, je veux plus, je veux encore plus, parce que nos enfants vont fonctionner là-dedans. Donc, c'est vraiment ça qui fait qu'on va être heureux, c'est cette capacité à apprécier ce qui nous sommes, déjà qui nous sommes et ce que nous avons. Ouais. On a eu une question dans le chat, avant de conclure. Est-ce que vous conseillez, de partager son budget familial avec ses ados ou de les laisser vivre leur adolescence loin des soucis? Ouais, effectivement, est-ce qu'il faut être totalement transparent sur le budget si on a des difficultés? Mais, Par exemple, ça peut mais merci Sophie, la question elle est importante parce qu'elle est importante et parce que la réponse elle est assez fine. C'est-à-dire que on peut parler de manière assez, je pense, transparente de nos questions d'argent et budget familial avec nos ados, à une condition, c'est que si nous on a des peurs, qu'on ne leur balance pas nos peurs dessus. Et là, je viens de travailler avec des entrepreneurs, je disais tout à l'heure aujourd'hui, et on a beaucoup parlé de la peur de manquer, parce que la peur de manquer est de loin la problématique numéro une dès qu'il s'agit d'argent. Il y a énormément d'adultes qui ont peur de manquer. Et une partie des peurs de manquer que nous avons, pas, je dis pas tout, mais une partie, c'est des peurs que nous avons pris ou reçues de nos parents. Nous avons pris comme prise inconsciemment, hein, qu'on porte, mais qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire que force d'avoir eu des parents qui ont peur de manquer, moi j'ai eu très peur de manquer, donc je suis le dernier à moins de jugement là-dessus, malgré d'excellents revenus. Le fait d'avoir peur de manquer, si on veut, dans nos comportements, la peur, elle va se sentir et à un moment donné, les enfants vont porter cette peur-là. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être vigilant, de ne pas parler d'argent ou en tout cas de freins qu'il faut avoir quand on est dans la peur, parce que les enfants vont le sentir. Si on a des peurs, c'est humain d'avoir des peurs, à nous d'apprendre à nous occuper de nos peurs. Et effectivement, si on partage ces réalités financières, pas à partir de la peur ou pas pour leur balancer une peur, pour leur montrer une réalité. Et une réalité est toujours une réalité du moment. La réalité, évidemment, notre vie, elle change. La réalité peut être plus confortable, moins confortable. Ben, quand je vois les entrepreneurs que je vois qui décident de faire un métier de cœur, parfois ça passe par, on aura une période où il y aura peut-être moins d'argent, mais on va expliquer à nos adolescents qu'on va faire un choix de vie qui est le choix du métier de cœur, de l'activité de cœur, d'avoir envie d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, de contribuer à quelque chose de précieux pour nous. Et potentiellement, il y aura des contributions, il y aura des conséquences qui a on aura peut-être un peu moins d'argent pour partir en vacances, c'est tout. Mais simplement, on le fait parce que c'est important, puis que nous, on a aussi envie que eux, ils s'autorisent à avoir une activité qui soit chouette un jour et qu'ils aient du plaisir aussi, même si potentiellement, il y a des conséquences qui sont là. Donc, on peut partager ça, effectivement, et parfois, on peut même aussi discuter, surtout quand les ados sont un peu plus grands, de leur dire, voilà, les choix qu'on a à faire, on peut essayer de les faire ensemble, ces choix-là, sur l'argent qui reste, justement. Qu'est-ce que vous trouveriez qui soit bien qu'on fasse plutôt ci, plutôt ça, on peut avoir une vraie discussion, un vrai échange. Et en général, ce qu'on voit, c'est que les personnes acceptent plus une réalité s'ils sont participants à faire des choix que si on leur impose quelque chose. Et c'est pour ça que je trouve que ça peut être assez chouette d'en parler, mais d'en parler pas à partir de la peur, juste d'une manière, je dirais, un peu plus détachée, détendue. Mmh. Merci beaucoup pour cette réponse. Et donc il nous reste 4 minutes. Juste pour terminer, je voulais vous
citer quand même, en conclusion, je vous propose de commenter une citation donc, qui est tirée de votre introduction et que je trouve très pertinente. C'est: Souviens-toi que l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer dans la vie. Si tu as des projets importants à tes yeux, garde-les précieusement et fais en sorte que l'argent soit un ami au service de tes projets. Et le fait de faire en sorte que l'argent soit un ami au service de tes projets, je voudrais bien que vous en parliez parce que je trouvais que c'était joliment dit et très clair. Oui, mais moi, je vois tellement de gens qui passent à côté de leur vie pour des questions de peur en lien avec l'argent que je trouve que c'est du gâchis. Parce que moi, j'ai une croyance que chaque être humain a une pépite à offrir au monde, a quelque chose de singulier, de particulier, de précieux à offrir au monde, et que, et que ça serait dommage, en tout cas, c'est dommage quand on n'offre pas ce qu'on a à offrir au monde, c'est comme si le monde entier était orphelin de ce qu'on n'offre pas. Donc, encourageons nos ados déjà juste qu'ils sachent qu'ils ont une pépite, même s'ils ne savent encore pas laquelle c'est, et puis que, en tout cas, s'ils ont des projets, s'ils ont des rêves, de ne jamais les lâcher. Malheureusement, nous, adultes, et je l'ai fait avec mes enfants, en tout cas avec un de mes enfants en particulier, c'est pour ça que je le sais et que j'en suis le premier malheureux, à vouloir casser ses rêves, qu'il avait des rêves de grandeur, et moi, avec mes propres peurs, je lui ai cassé ses rêves. Alors voilà, j'ai fait de mon mieux, mais mon mieux n'était pas ce que j'aurais voulu à ce moment-là. Donc ne tombons pas dans ce piège-là. Même si les rêves peuvent paraître un peu irréalistes, ils verront par eux-mêmes ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Mais encourageons-les plutôt à se dire, voilà, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour que tes rêves aient une chance de se réaliser un jour aussi. Et puis, comment faire en sorte, effectivement, de ne pas se mettre des croyances limitantes. On a tellement trop, il y a trop, on a beaucoup trop de croyances limitantes et ceux qui réussissent des choses dingues, c'est parce que justement, ils n'écoutent pas les casseurs de rêves parce qu'ils ont une foi en eux. Et voilà, et c'est pourtant, c'est plutôt de les encourager à voir s'il y a une petite voix qui fait que tu as envie. Ne lâche jamais cette petite voix, même si ce sera peut-être pas facile tous les jours, mais voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie. Et effectivement, s'occuper de notre relation à l'argent, c'est faire en sorte que l'argent soit plus un allié, un ami, plutôt qu'un obstacle ou un frein. En tout cas, c'est l'objectif de ce que je fais à travers mes ateliers. Merci beaucoup. C'était parfait comme conclusion et ça représente bien ce que nous aussi, notre équipe éditoriale, on a voulu partager à travers ce livre. C'était vraiment l'objectif principal. Donc, je vous rappelle, avant qu'on se quitte, les références. Si ça vous intéresse de le lire pour vous ou de l'offrir à un ado. Donc, c'est Ici, on parlait cash, économie, argent de poche, petit boulot. Donc, écrit par Christian Junot, qui est avec nous ce soir et illustré par la talentueuse Clémentine Latron. Il est disponible donc dans toutes les librairies. Vous pouvez le retrouver à la Fnac, dans les chez libraires indépendants, Cultura. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le mettre entre les mains des ados. Et puis, si vous voulez revoir ce webinaire ou le partager, pareil, à des personnes qui n'auraient pas pu le suivre ce soir, il sera en ligne dans une semaine sur notre compte YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre donc, sur YouTube, Magenta Édition. Et on est aussi présent sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre pour nos prochaines actualités, nos prochaines sorties de livres et les prochains webinaires. Encore une fois, je vous remercie, Christian, de nous avoir accordé ce moment ce soir. Et merci à tous d'avoir été présents. Merci Herminie, bonne continuation. Merci. À vous aussi. Bonne Au revoir. soirée. Au revoir.